Imaginez un instant que vous montiez dans la voiture la plus rapide jamais construite par l'humanité, que vous appuyiez sur l'accélérateur à fond et que vous ne vous arrêtiez jamais. Pas une seule pause, pas un seul arrêt. Vous roulez jour et nuit, année après année, siècle après siècle. Eh bien, à cette vitesse, il vous faudrait plus de 10 millions d'années pour parcourir une seule année-lumière. 10 millions d'années. L'espèce humaine dans sa forme actuelle n'existe même pas depuis aussi longtemps. Nous serions poussière bien avant d'avoir franchi ne serait-ce qu'une fraction de cette distance. Et pourtant, une année-lumière, dans l'échelle du cosmos, ce n'est presque rien. C'est l'équivalent d'un pas de fourmi sur la surface de la Terre. Un pas minuscule, dérisoire, insignifiant. Et ce pas, nous sommes probablement incapables de le faire. Ce soir, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus vertigineux que l'esprit humain puisse contempler. Nous allons parler de distance, pas la distance entre votre maison et votre lieu de travail, pas la distance entre deux villes, ni même entre deux continents, non. Nous allons parler de la distance qui sépare les étoiles, cette étendue si vaste, si démesurée, si absurdement immense que notre cerveau est tout simplement incapable de la concevoir véritablement. Et au cœur de cette réflexion se trouve une unité de mesure qui porte un nom trompeur, presque poétique, mais qui cache en réalité l'une des vérités les plus brutales de notre existence, l'année-lumière. Au cours de ce voyage, vous allez découvrir 3 choses qui vont profondément modifier votre façon de regarder le ciel nocturne. Premièrement, pourquoi l'année-lumière n'est pas une mesure de temps, mais un gouffre spatial si profond qu'il défie toute logique humaine. Deuxièmement, pourquoi les lois mêmes de la physique semblent avoir été conçues pour nous emprisonner dans notre minuscule coin de galaxie. Comme si l'univers avait posé un verrou sur la porte et jeté la clé dans le vide. Et troisièmement, pourquoi cette distance colossale pourrait être la raison pour laquelle nous n'avons jamais rencontré d'autres civilisations. Et pourquoi nous ne les rencontrerons peut-être jamais. Vous allez découvrir quelque chose ce soir qui risque de vous tenir éveillé un peu plus longtemps que prévu. Quelque chose qui va s'installer dans votre esprit comme une question sans réponse. Une de ces idées qui reviennent quand on ferme les yeux et qu'on laisse l'esprit dériver vers l'immensité silencieuse de la nuit. Si vous êtes fasciné par les mystères du cosmos, si vous aimez explorer les confins de ce que nous savons et surtout de ce que nous ne savons pas, alors prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Le voyage commence maintenant et il va nous emmener très, très loin. Commençons par ce que la plupart des gens croient en savoir. L'année-lumière. On entend ce terme partout, dans les documentaires, dans les films de science-fiction, dans les articles de vulgarisation scientifique. On nous dit que telle étoile se trouve à 4 années-lumière, que telle galaxie est à 2 millions d'années-lumière, que l'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ces chiffres glissent sur nous comme de l'eau sur une vitre. On les entend, on hoche la tête et on passe à autre chose. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment, 4 années-lumière? Qu'est-ce que ça représente concrètement? La version simple, celle qu'on apprend à l'école, est la suivante. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. La lumière, qui est la chose la plus rapide que nous connaissions dans l'univers, voyage à environ 299 792 km par seconde. Chaque seconde. Pas chaque minute, pas chaque heure. Chaque seconde. En un clin d'œil, la lumière a déjà fait presque 300 000 km. C'est suffisant pour faire 7 fois et demi le tour de la Terre, en une seule seconde. Alors imaginez cette vitesse maintenue pendant une seconde, puis une minute, puis une heure, puis un jour, puis un mois, puis une année entière. Au bout d'une année complète de voyage à cette vitesse absolument stupéfiante, la lumière a parcouru environ 9461 milliards de kilomètres. 9461 milliards. C'est ça, une année-lumière. Et là, quelque chose d'étrange se produit dans notre esprit. On entend le chiffre, on le répète peut-être, mais on ne le ressent pas. On ne peut pas le ressentir. Notre cerveau n'a tout simplement pas évolué pour appréhender de telles grandeurs. Nous sommes des créatures qui avons grandi dans des savanes, qui avons appris à évaluer la distance entre un arbre et un point d'eau, entre un prédateur et un abri. Notre perception de l'espace s'arrête à quelques kilomètres,
peut-être quelques dizaines de kilomètres quand on regarde l'horizon depuis le sommet d'une montagne. Au-delà, tout devient abstrait et 9000 milliards de kilomètres, c'est tellement au-delà de l'abstrait que le mot lui-même perd son sens. Alors on se dit que ce n'est pas grave. On se dit que c'est une grande distance, certes, mais que l'humanité est ingénieuse, que nous avons toujours repoussé nos limites, que nous avons traversé des océans, conquis les airs, marché sur la Lune, envoyé des sondes aux confins du système solaire. On se dit que c'est une question de temps, de technologie, de volonté. Qu'un jour, nous franchirons cette distance comme nos ancêtres ont franchi l'Atlantique. C'est la version optimiste, c'est la version rassurante, c'est la version que la science-fiction nous raconte depuis des décennies. Avec ses vaisseaux supraluminiques, ses moteurs à distorsion, ses trous de verre qui plipotent l'espace comme une feuille de papier. Mais la réalité est très différente de cette vision séduisante. Et c'est là que les choses commencent à devenir véritablement troublantes. Prenons un exemple concret pour essayer de donner un poids, une texture à cette distance. Le vaisseau spatial le plus rapide que l'humanité ait jamais construit est la sonde Parker Solar Probe, lancée par la NASA en 2018. Cette sonde a atteint des vitesses absolument extraordinaires en plongeant vers le Soleil, profitant de son attraction gravitationnelle pour accélérer. À son passage le plus proche de notre étoile, la sonde Parker a atteint une vitesse d'environ 690 000 km/h. C'est vertigineux. C'est la chose la plus rapide que des mains humaines aient jamais fabriquée. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en à peine 2 minutes. Vous pourriez aller de Paris à Tokyo en moins de 30 secondes. C'est une vitesse qui dépasse tout ce que notre expérience quotidienne peut nous faire imaginer. Eh bien, à cette vitesse prodigieuse, il faudrait environ 6500 ans pour parcourir une seule année-lumière. 6500 ans. Pour mettre cela en perspective, il y a 6500 ans, l'écriture n'avait pas encore été inventée. Les pyramides d'Égypte n'existaient pas. Les premières grandes civilisations de Mésopotamie commençaient à peine à émerger. La totalité de l'histoire humaine enregistrée, depuis les premiers textes sumériens jusqu'à ce soir, tient dans un intervalle de temps plus court que celui qu'il faudrait à notre vaisseau le plus rapide pour traverser une seule année-lumière. Et l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière. À la vitesse de la sonde Parker, il faudrait donc environ 27 000 ans pour l'atteindre. 27 000 ans. C'est plus que la durée qui nous sépare des peintures rupestres de la grotte de Lascaux. C'est plus que toute la période depuis la fin de la dernière ère glaciaire. C'est un gouffre temporel si vaste que la civilisation humaine n'a aucune garantie de survivre assez longtemps pour voir l'arrivée d'un vaisseau qu'elle aurait lancé aujourd'hui. Et c'est là que la version optimiste commence à se fissurer. Parce que Proxima du Centaure, c'est notre voisine la plus proche. C'est littéralement l'étoile d'à côté. Dans l'immensité de la galaxie, c'est comme si nous parlions de la maison voisine dans une ville de 100 milliards d'habitants. Si nous ne pouvons même pas atteindre la maison d'à côté en un temps raisonnable, alors qu'en est-il du reste de la rue? Du reste du quartier? Du reste de la ville? Du reste du pays? La Voie lactée, notre galaxie, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000. Si une seule année-lumière représente déjà un abîme infranchissable pour notre technologie actuelle, alors 100 000 est un nombre qui devrait nous faire vaciller. Et notre galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. La galaxie d'Andromède, notre voisine galactique la plus proche de taille comparable, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Et il existe des galaxies situées à des milliards d'années-lumière de nous. Des galaxies dont la lumière qui nous parvient aujourd'hui a commencé son voyage avant même que la Terre n'existe. Mais revenons à cette idée rassurante que nous avons toujours repoussé nos limites. C'est vrai, nous l'avons fait. Christophe Colomb a traversé l'Atlantique. Les frères Wright ont décollé du sol. Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. La sonde, voyager navigue dans l'espace interstellaire en ce moment même. Mais il y a une différence fondamentale entre tous ces exploits et le défi que représente une année-lumière. Chacune de ces prouesses représentait un saut d'un ordre de grandeur, peut-être deux.
L'Atlantique fait environ 5000 km de large. La Lune est à 384 000 km. C'est un facteur de 70 environ. La sonde Voyager 1 se trouve actuellement à environ 24 milliards de kilomètres du Soleil. C'est un facteur de 60 000 par rapport à la distance Terre-Lune. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais une année-lumière, c'est 9460 et 1 milliard de kilomètres. La distance que Voyager 1 a parcourue en plus de 46 ans de voyage représente moins de 0,3% d'une seule année-lumière. Moins d'un tiers de 1%. Voyager 1, ce monument de l'ingénierie humaine, ce messager que nous avons envoyé vers les étoiles avec tant de fierté et d'espoir, n'a même pas franchi le seuil de la porte. Il est encore dans le couloir. Il est encore sur le paillasson. Et au rythme où il voyage, environ 17 km par seconde, il lui faudrait environ 77 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure, si tant est qu'il se dirigeait dans cette direction, ce qui n'est pas le cas. On nous dit souvent que la technologie progresse de manière exponentielle, que ce qui semble impossible aujourd'hui sera trivial demain. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. La puissance de calcul de nos ordinateurs, la capacité de nos réseaux de communication, la précision de nos instruments médicaux, tout cela progresse à un rythme stupéfiant. Mais la propulsion spatiale ne suit pas cette courbe. Les fusées que nous utilisons aujourd'hui fonctionnent sur le même principe fondamental que les fusées des années 50. La réaction chimique. Nous brûlons du carburant, nous éjectons des gaz à grande vitesse et par réaction, le vaisseau avance dans la direction opposée. C'est la troisième loi de Newton. Et c'est essentiellement la même physique depuis les premières expériences de Robert Goddard dans les années 20. Les progrès ont été réels, bien sûr. Nos moteurs sont plus efficaces, nos matériaux plus légers, nos trajectoires mieux calculées. Mais nous n'avons pas fait de saut quantique dans notre capacité à nous déplacer dans l'espace. Nous avons optimisé, nous avons raffiné, mais nous n'avons pas révolutionné. Et il y a une raison à cela. Une raison profonde, fondamentale, inscrite dans les lois mêmes de la physique. Cette raison porte un nom que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment dans toutes ses implications. La vitesse de la lumière est une limite absolue. Ce n'est pas une limite technologique. Ce n'est pas une barrière d'ingénierie que nous pourrions surmonter avec des matériaux plus solides ou des moteurs plus puissants. C'est une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, publiée en 1905, rien dans l'univers ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Pas rien de ce que nous connaissons. Pas rien avec la technologie actuelle. Rien. Jamais. C'est une loi aussi absolue et non négociable que le fait que 2 plus 2 font 4. Et quand on commence à comprendre pourquoi cette limite existe, les choses deviennent encore plus déconcertantes. Ce n'est pas que la lumière soit particulièrement rapide, c'est que la vitesse de la lumière est la vitesse maximale à laquelle l'information, l'énergie ou la matière peuvent se propager dans notre univers. C'est la vitesse de la causalité elle-même. Si vous pouviez dépasser cette vitesse, vous pourriez, en théorie, arriver quelque part avant même d'être parti. Vous pourriez violer le principe de causalité, c'est-à-dire que les effets précéderaient leur cause. Le temps lui-même perdrait son sens. L'univers, tel que nous le comprenons, cesserait de fonctionner de manière cohérente. Alors on se retrouve face à une situation qui ressemble étrangement à une prison cosmique. L'univers est immense, peuplé de milliards d'étoiles, de planètes, peut-être de civilisations. Et nous sommes là, sur notre petite roche bleue, capables de voir tout cela grâce à la lumière qui nous parvient, capables de le mesurer, de le cataloguer, de le rêver, mais incapables de l'atteindre. C'est comme être enfermé dans une pièce dont les murs sont des fenêtres. On voit l'extérieur, on sait qu'il existe, mais on ne peut pas sortir. Et c'est exactement à cet endroit que la version officielle, la version rassurante commence à s'effondrer. Parce que si cette limite est vraiment absolue, si aucune technologie future, aussi avancée soit-elle, ne peut la contourner, alors cela signifie quelque chose de profondément troublant pour notre place dans l'univers. Cela signifie que les étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne, ces petits points lumineux qui ont inspiré les poètes, les navigateurs et les rêveurs depuis l'aube de l'humanité, ces étoiles pourraient en rester à jamais hors de notre portée. Pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents,
pas parce que nous n'avons pas assez de ressources, mais parce que l'univers lui-même a décidé que non. Mais la réalité est encore plus sombre que ce tableau déjà saisissant. Parce que la distance n'est pas le seul obstacle. Ce n'est même pas le plus redoutable. Entre nous et les étoiles, il y a le vide. Et ce vide n'est pas aussi vide qu'on pourrait le croire. Il est traversé de radiations mortelles, de particules à haute énergie, de champs magnétiques erratiques. Il est parsemé de poussière, de débris, de roches errantes. Et surtout, il est imprégné d'une solitude si absolue, si totale, si écrasante qu'elle défie notre capacité à l'imaginer. Imaginez-vous flottant dans l'espace interstellaire. Pas en orbite autour d'une planète, pas dans le système solaire, dans l'espace entre les étoiles. Le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi d'autres, un point lumineux à peine plus brillant que ses voisins. Il n'y a rien autour de vous. Pas de planète, pas de lune, pas de comète, rien. Dans toutes les directions, à des milliards de kilomètres, il n'y a que le vide. Un vide si parfait qu'il contient en moyenne un seul atome par centimètre cube. C'est 1 million de milliards de fois moins dense que l'air que vous respirez en ce moment. C'est le néant le plus pur que la nature puisse produire. Et c'est dans ce néant qu'il faudrait voyager pendant des millénaires pour atteindre ne serait-ce que l'étoile la plus proche. On nous raconte que l'espace est la dernière frontière, que c'est notre destinée de l'explorer, de le coloniser, d'en faire notre foyer. Mais peut-être que cette frontière n'est pas faite pour être franchie. Peut-être que l'année-lumière n'est pas un défi à relever, mais un message à déchiffrer. Un message qui dit « Vous êtes ici, et c'est ici que vous resterez ». Non pas comme une punition, mais comme une condition fondamentale de votre existence. Comme le poisson qui ne peut pas quitter l'eau, comme l'arbre qui ne peut pas quitter le sol, peut-être que l'humanité ne peut pas quitter son étoile. Mais la réalité est peut-être encore plus complexe, plus nuancée, plus mystérieuse que cette conclusion apparemment définitive. Parce que certains physiciens, certains penseurs, certains rêveurs éclairés n'ont pas abandonné l'idée. Ils explorent des concepts qui semblent tout droit sortis de la science-fiction, mais qui reposent sur des fondements mathématiques solides. Des concepts comme la propulsion par voile solaire, l'antimatière, la manipulation de l'espace-temps lui-même. Des idées qui ne violent pas les lois de la physique, mais qui les contournent, les plient, les utilisent d'une manière que nous n'avions jamais envisagée. Et c'est là que notre voyage prend une tournure inattendue. Parce que pour comprendre si nous pouvons un jour franchir une année-lumière, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment cette distance. Pas en termes de chiffres, mais en termes de physique pure. Il faut comprendre ce que signifie se déplacer dans l'espace-temps. Il faut comprendre ce que la lumière nous enseigne sur la nature même de la réalité. Et il faut comprendre pourquoi l'univers est construit de telle manière que cette distance existe, qu'elle soit si immense et qu'elle semble spécifiquement conçue pour séparer les mondes les uns des autres. Ce soir, nous allons explorer tout cela. Nous allons plonger dans les profondeurs de l'espace, dans les arcanes de la physique, dans les questions les plus fondamentales que notre espèce ait jamais posées. Et au bout de ce voyage, vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même manière. Alors installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez votre esprit s'élever au-dessus des nuages, au-dessus de l'atmosphère, au-dessus de la Terre elle-même. Imaginez que vous montez, que vous vous éloignez, que le bleu du ciel cède la place au noir de l'espace. Imaginez que vous continuez à monter, que la Terre devient une bille, puis un point, puis un souvenir. Imaginez que vous êtes seul dans le vide, face à l'infini. C'est là que notre histoire commence vraiment. Parce que l'année-lumière n'est pas seulement une unité de mesure, c'est un miroir dans lequel l'humanité se regarde et découvre, peut-être pour la première fois, sa véritable taille, sa véritable place, sa véritable condition. Et ce reflet n'est pas toujours facile à contempler. On aime se croire grand, on aime se croire puissant. On a construit des gratte-ciel qui percent les nuages, des machines qui fendent l'atome, des réseaux qui connectent des milliards d'esprits en temps réel. On a cartographié le génome humain, on a photographié un trou noir, on a fait atterrir des robots sur Mars. Et tout cela est réellement extraordinaire. Tout cela témoigne d'une intelligence, d'une créativité, d'une persévérance qui forcent
l'admiration. Mais face à une année-lumière, tout cela semble soudainement très petit, très fragile, très temporaire. Parce qu'une année-lumière ne se soucie pas de nos accomplissements. Elle ne se soucie pas de nos ambitions. Elle existe simplement, comme une montagne existe, comme un océan existe, mais à une échelle qui rend nos montagnes et nos océans aussi insignifiants qu'un grain de sable sur une plage infinie. Et pourtant, malgré tout cela, malgré cette disproportion écrasante, malgré cette impossibilité apparente, quelque chose en nous refuse d'accepter la défaite. Quelque chose en nous regarde cette distance impossible et dit « peut-être, peut-être un jour, peut-être pas nous, peut-être pas nos enfants, peut-être pas les enfants de nos enfants. Mais peut-être qu'un jour, une version future de l'humanité, une version que nous ne pouvons même pas imaginer, trouvera un moyen. Et c'est cette étincelle, ce refus de l'impossible, cette obstination magnifique et peut-être insensée, qui va guider notre exploration ce soir. Nous allons regarder l'année-lumière en face. Nous allons mesurer le gouffre. Nous allons explorer ses bords, sonder ses profondeurs et tenter de comprendre si, au fond de cet abîme, il y a quelque chose qui ressemble à un espoir. Mais la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus troublante que ce que la surface laisse entrevoir. Et pour la comprendre, il faut d'abord plonger dans la physique de la lumière elle-même, dans la structure de l'espace-temps, dans les mécanismes qui gouvernent le mouvement à travers le cosmos. Il faut comprendre pourquoi l'univers est si grand, pourquoi les étoiles sont si éloignées, et pourquoi cette distance pourrait être non pas un accident, mais une nécessité. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines minutes, et je vous préviens. Ce que vous allez entendre va remettre en question certaines de vos certitudes les plus profondes. Non pas parce que la science est incertaine, mais au contraire, parce qu'elle est d'une précision terrifiante. Et cette précision nous dit quelque chose que nous ne sommes peut-être pas prêts à entendre. Pour comprendre véritablement ce que représente une année-lumière, il faut d'abord comprendre la lumière elle-même. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes, presque hypnotiques, parce que la lumière n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. On pense à la lumière comme à quelque chose de simple, de quotidien, d'évident. On allume une lampe, la pièce s'éclaire, le soleil se lève, le monde devient visible. La lumière semble instantanée, immédiate, sans effort. Mais derrière cette apparente simplicité se cache l'un des phénomènes les plus étranges et les plus profonds de toute la physique. La lumière est une onde électromagnétique. C'est une perturbation qui se propage dans le tissu même de l'espace. Une oscillation de champs électriques et magnétiques qui se régénèrent mutuellement à mesure qu'ils avancent. Mais la lumière est aussi constituée de particules, de petits paquets d'énergie appelés photons. Chaque photon est une quantité discrète, indivisible, d'énergie lumineuse. Et voici ce qui est extraordinaire. Un photon n'a pas de masse. Il ne pèse rien, absolument rien. Et c'est précisément parce qu'il n'a pas de masse qu'il peut voyager à la vitesse maximale autorisée par l'univers. 299 792 km par seconde. Pas 1 km de plus, pas 1 km de moins. Cette vitesse est une constante fondamentale de la nature, aussi immuable que la charge de l'électron ou la constante de Planck. Mais ce qui rend cette vitesse véritablement stupéfiante, ce n'est pas sa valeur brute. C'est ce qui se passe quand un objet ayant une masse essaie de s'en approcher. Et c'est ici qu'Albert Einstein entre en scène avec une révélation qui a bouleversé notre compréhension de l'univers. En 1905, le jeune Einstein, alors employé au bureau des brevets de Berne, en Suisse, publie un article qui va changer le cours de la physique pour toujours. Cet article pose les fondations de la relativité restreinte, et parmi ses conclusions les plus troublantes se trouve celle-ci. À mesure qu'un objet ayant une masse accélère et se rapproche de la vitesse de la lumière, sa masse effective augmente. Pas sa masse au repos, mais la résistance qui l'oppose à toute accélération supplémentaire. Plus vous allez vite, plus il devient difficile d'aller encore plus vite. Et cette difficulté ne croît pas de manière linéaire, elle croît de manière exponentielle, asymptotique. À 90% de la vitesse de la lumière, la masse effective d'un objet a déjà plus que doublé.
à 99%, elle a été multipliée par plus de 7, à 99,9% par plus de 22. Et pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie, littéralement infinie. Toute l'énergie contenue dans l'univers observable ne suffirait pas à propulser une seule particule de matière à la vitesse exacte de la lumière. C'est une barrière absolue. Non pas une barrière technique, mais une barrière ontologique, inscrite dans la structure même de la réalité. Et cette barrière a des conséquences pratiques vertigineuses pour tout projet de voyage interstellaire. Faisons un calcul simple mais révélateur. Supposons que nous voulions envoyer un vaisseau spatial vers Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche à 4,2 années-lumière. Supposons que nous voulions que ce vaisseau voyage à seulement 10% de la vitesse de la lumière, soit environ 30 000 km par seconde. C'est une vitesse absolument phénoménale, des centaines de fois plus rapide que tout ce que nous avons jamais construit. À cette vitesse, le voyage durerait environ 42 ans. C'est long, mais c'est concevable à l'échelle d'une vie humaine. Un astronaute qui partirait à 25 ans arriverait à 67 ans. Difficile, mais pas impossible en théorie. Mais voici le problème. L'énergie nécessaire pour atteindre cette vitesse est absolument colossale. Pour propulser un vaisseau d'une masse modeste, disons 1000 tonnes, soit à peu près la masse de la Station spatiale internationale, à 10% de la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie équivalente à environ 90 milliards de joules. C'est à peu près l'équivalent de la consommation énergétique totale de l'humanité pendant plusieurs jours, concentrée dans un seul acte de propulsion. Et ce calcul ne tient même pas compte du freinage à l'arrivée, qui nécessiterait une quantité d'énergie comparable, ni du carburant nécessaire pour transporter le carburant lui-même, un problème classique en astronautique connu sous le nom de tyrannie de l'équation de Tsiolkovsky. Cette équation, formulée par le scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky à la fin du XIXe siècle, décrit la relation entre la vitesse finale d'une fusée, la vitesse d'éjection de ses gaz, et le rapport entre sa masse initiale et sa masse finale. Et ce qu'elle nous dit est profondément décourageant pour les voyages interstellaires. Pour atteindre des vitesses significatives, une fusée chimique traditionnelle devrait emporter une quantité de carburant si astronomique que le vaisseau lui-même ne représenterait qu'une fraction infinitésimale de la masse totale. On parle de rapports de masse de l'ordre de 1 pour des millions, voire des milliards. C'est physiquement impossible à construire. Prenons un exemple encore plus parlant. La fusée Saturne V, celle qui a envoyé les astronautes d'Apollo vers la Lune, mesurait 110 mètres de haut et pesait environ 3000 tonnes au décollage. De ces 3000 tonnes, seules environ 47 tonnes atteignaient effectivement l'orbite lunaire et seulement 5 tonnes revenaient sur Terre. Le reste, soit plus de 98% de la masse initiale, c'était du carburant. Et la Lune n'est qu'à une seconde-lumière et un quart de la Terre, une seconde-lumière. Pour parcourir une année-lumière, il y a environ 31 millions de secondes dans une année. La différence d'échelle est tout simplement abyssale. Alors peut-être que les fusées chimiques ne sont pas la solution. Peut-être faut-il chercher ailleurs. Et c'est exactement ce que font de nombreux scientifiques et ingénieurs depuis des décennies. Les alternatives existent, du moins sur le papier, et certaines sont fascinantes. La propulsion ionique, par exemple, utilise des champs électriques pour accélérer des ions à très grande vitesse. Les moteurs ioniques sont beaucoup plus efficaces que les moteurs chimiques en termes de quantité de poussée par unité de carburant consommé. La sonde Dawn de la NASA a utilisé cette technologie pour voyager vers les astéroïdes Vesta et Cérès. Mais le problème des moteurs ioniques, c'est que leur poussée est extrêmement faible. On parle de quelques dizaines de millinewtons, soit à peu près la force exercée par une feuille de papier posée sur votre main. Pour un vaisseau interstellaire, même en fonctionnant pendant des années, cette poussée est désespérément insuffisante pour atteindre les vitesses nécessaires. Il y a aussi la propulsion nucléaire. Pas les réacteurs nucléaires classiques utilisés pour produire de l'électricité, mais la propulsion par explosion nucléaire. Dans les années 50 et 60, un projet américain baptisé Orion a sérieusement étudié la possibilité de propulser un vaisseau spatial en faisant exploser des bombes atomiques derrière lui.
L'idée peut sembler folle, mais les calculs montraient qu'un tel système pourrait en théorie atteindre des vitesses de l'ordre de 3 à 5% de la vitesse de la lumière. Le projet a été abandonné, en partie à cause du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963, mais aussi à cause des défis techniques monumentaux qu'il posait. Comment protéger le vaisseau et son équipage des radiations? Comment fabriquer et stocker des milliers de bombes atomiques miniaturisées? Comment absorber le choc de chaque explosion sans détruire la structure du vaisseau? Plus récemment, le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016 par le physicien Stephen Hawking et l'entrepreneur Yuri Milner, a proposé une approche radicalement différente. L'idée est d'envoyer vers Proxima du Centaure non pas un vaisseau habité, mais une flotte de minuscules sondes, chacune pesant à peine quelques grammes, propulsées par un puissant faisceau laser depuis la Terre. Ces petites voiles solaires, poussées par la pression de radiation du laser, pourraient théoriquement atteindre 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage vers Proxima du Centaure durerait environ 20 ans. Plus 4 années supplémentaires pour que les données reviennent vers la Terre à la vitesse de la lumière. C'est le projet de voyage interstellaire le plus concret et le plus sérieux jamais proposé. Et pourtant, même lui fait face à des obstacles qui semblent presque insurmontables. Le laser nécessaire devrait avoir une puissance de l'ordre de 100 gigawatts, soit à peu près la puissance totale de 100 centrales nucléaires concentrées en un seul faisceau. La voile qui recevrait ce faisceau devrait être faite d'un matériau qui n'existe pas encore, capable de réfléchir. Plus de 99,9% de la lumière s'enfondre instantanément. Et les sondes elles-mêmes, malgré leur taille minuscule, devraient embarquer des caméras, des instruments de mesure, un système de communication capable d'envoyer des données sur 4 années-lumière et un système de navigation, le tout dans un espace de quelques centimètres carrés. Mais supposons un instant que tous ces problèmes soient résolus. Supposons que nous parvenions à construire ce laser, cette voile, ces sondes. Supposons que nous les lancions et qu'elles atteignent 20% de la vitesse de la lumière. Il resterait un problème fondamental que toute la technologie du monde ne peut résoudre, le milieu interstellaire lui-même. L'espace entre les étoiles n'est pas véritablement vide. Il contient un gaz extrêmement ténu, composé principalement d'hydrogène et d'hélium, avec une densité d'environ 1 atome par centimètre cube en moyenne. Cela semble dérisoire, et dans des conditions normales, ce serait sans conséquence. Mais à 20% de la vitesse de la lumière, chaque atome d'hydrogène que la sonde rencontre frappe sa surface avec une énergie cinétique colossale. À cette vitesse, un simple atome d'hydrogène devient un projectile microscopique doté d'une énergie comparable à celle d'une particule dans un accélérateur. Et la sonde en rencontre des milliards chaque seconde. L'effet cumulé de ces impacts est un bombardement continu qui érode la surface de la sonde, endommage ses instruments et produit un flux de radiation secondaire potentiellement destructeur. Des études ont montré qu'une sonde voyageant à 20% de la vitesse de la lumière dans le milieu interstellaire typique subirait un flux de radiation équivalent à celui que l'on trouverait à proximité d'un réacteur nucléaire en fonctionnement. Sans une protection adéquate, ces circuits électroniques seraient aérodétruits en quelques années, bien avant d'atteindre leur destination. Et ajouter un blindage significatif augmenterait la masse de la sonde, ce qui nécessiterait un laser encore plus puissant, ce qui aggraverait tous les problèmes déjà mentionnés. Il y a aussi la question de la poussière interstellaire, de minuscules grains de matière solide, composés de silicate, de carbone, de glace, flottent dans l'espace entre les étoiles. Ces grains sont microscopiques, souvent plus petits qu'un micromètre, mais à 20% de la vitesse de la lumière, la collision avec un seul de ces grains libérerait autant d'énergie qu'une petite bombe. Des simulations informatiques ont estimé qu'une sonde de la taille de Breakthrough Starshot, traversant le milieu interstellaire, aurait une probabilité non négligeable de rencontrer un grain suffisamment gros pour la détruire complètement avant d'atteindre Proxima du Centaure. Et nous ne parlons ici que d'une sonde de quelques grammes, sans équipage, sans système de support de vie, sans les milliers de tonnes de nourriture, d'eau, d'air et d'équipements nécessaires à un voyage habité.
Pour un vaisseau transportant des êtres humains, les défis sont d'un tout autre ordre de grandeur. Mais il existe un aspect de la physique relativiste que la plupart des gens oublient et qui ajoute une couche de complexité supplémentaire au problème. C'est la dilatation du temps. Einstein a montré que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tous les observateurs. Pour un objet se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps ralentit par rapport à un observateur immobile. Plus la vitesse est élevée, plus le ralentissement est prononcé. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps à bord d'un vaisseau s'écoule environ 2 fois plus lentement que sur Terre. À 99%, il s'écoule environ 7 fois plus lentement. À 99,9%, environ 22 fois plus lentement. Cela signifie qu'en théorie, si un vaisseau pouvait voyager suffisamment près de la vitesse de la lumière, ses passagers pourraient traverser de grandes distances interstellaires en ne vieillissant que de quelques années. Un voyage vers une étoile située à 50 années-lumière, à 99,9% de la vitesse de la lumière, ne durerait que quelques années pour les passagers du vaisseau. Mais voici le revers cruel de cette médaille. Sur Terre, 50 ans se seraient écoulés. Les familles, les amis, la civilisation qu'ils ont quittée auraient vieilli d'un demi-siècle. Et au retour, si retour il y avait, un siècle entier se serait écoulé sur Terre. Les voyageurs seraient des étrangers dans leur propre monde, des reliques vivantes d'une époque révolue. La dilatation du temps ne résout donc pas le problème. Elle le transforme. Elle échange une impossibilité contre une tragédie. Vous pouvez peut-être franchir la distance, mais au prix de perdre tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez aimé, tout ce qui donnait un sens à votre départ. C'est un voyage sans retour dans tous les sens du terme, pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Et il y a un aspect encore plus troublant de la relativité qui touche directement à la question de l'année-lumière. C'est la notion de simultanéité. Dans notre expérience quotidienne, nous tenons pour acquis que le présent est un concept universel. En ce moment, nous sommes tous dans le maintenant. Mais Einstein a démontré que le maintenant n'existe pas de manière absolue. 2 événements qui sont simultanés pour un observateur peuvent ne pas l'être pour un autre observateur se déplaçant à une vitesse différente. Le présent dépend du mouvement. Il n'y a pas de maintenant universel qui englobe l'ensemble de l'univers. Et cela a une implication profonde pour notre rapport aux étoiles. Quand nous regardons Proxima du Centaure dans le ciel nocturne, nous ne voyons pas l'étoile telle qu'elle est maintenant. Nous voyons l'étoile telle qu'elle était il y a 4 ans et 2 mois, parce que la lumière a mis tout ce temps pour nous parvenir. Si une civilisation sur une planète de Proxima du Centaure nous observait en ce moment, elle ne verrait pas notre monde tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était il y a 4 ans. Nous ne pouvons jamais voir le présent d'une autre étoile. Nous ne pouvons voir que son passé. Et plus l'étoile est lointaine, plus le passé que nous observons est ancien. La galaxie d'Andromède, que nous pouvons voir à l'œil nu par les nuits en éclair, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. La lumière que nous en recevons ce soir a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années, quand nos ancêtres Homo habilis commençaient à peine à tailler leurs premiers outils de pierre en Afrique orientale. Quand nous regardons Andromède, nous regardons littéralement dans le passé profond, non pas le nôtre, mais celui de cette galaxie. Et les galaxies les plus lointaines que nos télescopes peuvent détecter se trouvent à plus de 13 milliards d'années-lumière. La lumière de ces galaxies a commencé son voyage peu après le Big Bang lui-même. Quand nous observons ces objets, nous regardons l'univers tel qu'il était quand il n'avait que quelques centaines de millions d'années, un bébé cosmique. Ces galaxies, telles que nous les voyons, n'existent probablement plus sous cette forme. Elles se sont transformées, fusionnées avec d'autres, peut-être dispersées. Mais nous ne le saurons que dans des milliards d'années, quand la lumière de leur état actuel nous parviendra enfin. L'année-lumière n'est donc pas seulement une mesure de distance, c'est aussi une mesure de temps. C'est une mesure de séparation, au sens le plus profond du terme. Chaque année-lumière qui nous sépare d'un objet céleste est aussi une année de décalage temporel. Une année pendant laquelle
nous ne pouvons rien savoir de ce qui se passe là-bas. C'est un voile opaque, non pas visuel, mais temporel, qui s'épaissit avec la distance et qui rend toute communication, toute interaction, toute relation avec le reste du cosmos fondamentalement impossible en temps réel. Même si nous parvenions un jour à envoyer un message vers une civilisation extraterrestre située à 1000 années-lumière, il faudrait 1000 ans pour que le message arrive et 1000 ans pour que la réponse nous parvienne. 2000 ans d'attente, plus que toute la durée du christianisme, plus que la distance temporelle qui nous sépare de Jules César, de Cléopâtre, de l'Empire romain dans toute sa gloire. Toute une conversation réduite à un échange unique entre deux civilisations qui n'auraient peut-être plus rien en commun au moment où la réponse arriverait. Et la science, malgré toute sa puissance, toute sa précision, toute sa beauté, doit admettre humblement qu'elle n'a pas de solution à ce problème. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être jamais. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un constat de lucidité. La physique, telle que nous la comprenons, pose des limites qui ne sont pas négociables. La vitesse de la lumière est un mur. L'énergie nécessaire pour s'en approcher est un gouffre. Le milieu interstellaire est un champ de mines. Et le temps lui-même se déforme et se brise d'une manière qui rend tout voyage interstellaire, même théoriquement possible, humainement dévastateur. Et pourtant, malgré tout cela, la science n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'il existe des idées, des théories, des spéculations qui ne contredisent pas la physique connue, mais qui en explorent les marges les plus extrêmes. Des idées qui jouent avec les limites au lieu de les affronter de front. Des idées qui ne proposent pas de voyager plus vite que la lumière, mais de changer les règles du jeu d'une manière si radicale que la question de la vitesse elle-même deviendrait sans objet. Mais ces idées soulèvent autant de questions qu'elles n'en résolvent. Et elles nous mènent vers des territoires de la physique où la frontière entre science et spéculation devient aussi fine qu'un fil de soie tendu au-dessus d'un abîme. Des territoires où les équations sont élégantes, mais les réalités pratiques sont peut-être à jamais hors de portée. Et c'est précisément dans ces territoires que nous allons nous aventurer maintenant, en explorant les cas concrets, les découvertes récentes et les phénomènes spécifiques qui éclairent notre compréhension de cette distance impossible et de ce qu'elle signifie pour notre avenir dans le cosmos. Maintenant que nous avons compris les barrières fondamentales que la physique impose aux voyages interstellaires, tournons-nous vers les cas concrets, les découvertes spécifiques qui ont transformé notre compréhension de ce qui nous entoure et de ce qui nous sépare des autres mondes. Parce que l'année-lumière n'est pas qu'un concept abstrait, elle a un visage. Elle a des exemples précis, des lieux réels, des objets que nous pouvons observer, mesurer et étudier, même si nous ne pouvons pas les toucher. Commençons par notre voisinage stellaire immédiat, cette bulle de quelques années-lumière de rayon qui constitue notre banlieue cosmique. Nous avons déjà mentionné Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière. Mais Proxima fait partie d'un système triple, un ensemble de 3 étoiles liées gravitationnellement les unes aux autres. Les 2 autres membres du système sont Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, 2 étoiles semblables au Soleil qui orbitent l'une autour de l'autre à une distance relativement courte, tandis que Proxima, une naine rouge beaucoup plus petite et plus froide, tourne autour de ce couple à une distance énorme, environ 13 000 unités astronomiques, soit environ 1/5 d'année-lumière. En 2016, une découverte a électrisé la communauté scientifique et le grand public. Des astronomes de l'Observatoire européen austral ont annoncé la découverte d'une planète en orbite autour de Proxima du Centaure. Cette planète, baptisée Proxima b, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Cette bande orbitale, où la température permet théoriquement à l'eau liquide d'exister en surface. Proxima b a une masse estimée à environ 1,2 fois celle de la Terre. Sa période orbitale est de seulement 11,2 jours terrestres, ce qui signifie qu'elle est extrêmement proche de son étoile, à seulement 7,5 millions de kilomètres, soit environ 20 fois plus proche que la Terre ne l'est du Soleil. Mais Proxima du Centaure est une naine rouge, une étoile beaucoup moins lumineuse et beaucoup moins chaude que le Soleil. À cette distance réduite, Proxima b reçoit à peu près la même quantité d'énergie que la Terre reçoit du Soleil. En théorie, les conditions pourraient être favorables à la vie. En théorie.
Parce qu'en pratique, les naines rouges sont des étoiles violentes. Elles émettent régulièrement des éruptions stellaires d'une puissance phénoménale, des bouffées soudaines de rayonnement ultraviolet et de rayons X qui bombardent les planètes proches. En 2018, des astronomes ont détecté une éruption de Proxima du Centaure qui a brièvement multiplié sa luminosité par 1000. 1000 fois plus brillante en quelques secondes. Le flux de radiation ultraviolette qui a frappé Proxima b lors de cet événement était suffisant pour stériliser complètement la surface de la planète, détruisant toute molécule organique complexe et arrachant potentiellement une partie significative de son atmosphère. Et ces éruptions ne sont pas des événements rares. Les observations montrent que Proxima du Centaure produit des éruptions majeures plusieurs fois par an et des éruptions mineures presque quotidiennement. Vivre sur Proxima b, ce serait comme essayer de camper à côté d'un volcan qui entre en éruption tous les jours. Même si la planète possédait une atmosphère et de l'eau liquide, les chances qu'une vie complexe ait pu s'y développer et y survivre semblent, selon nos connaissances actuelles, extrêmement faibles. Et pourtant, c'est notre voisine la plus proche. C'est la planète potentiellement habitable la plus accessible de tout l'univers connu. Et elle est probablement un enfer irradié. La prochaine étoile après le système Alpha Centauri est l'étoile de Barnard, à environ 6 années-lumière. En 2018, des astronomes ont annoncé la découverte d'une planète candidate autour de cette étoile également, baptisée étoile de Barnard B. Mais cette planète, si elle existe, se trouve bien en dehors de la zone habitable, avec une température de surface estimée à environ moins 170 degrés Celsius. Un monde glacé, hostile, plongé dans une obscurité perpétuelle. Après l'étoile de Barnard, il faut aller chercher plus loin encore. Wolf 359 à 7,9 années-lumière. Lalande 21 185 à 8,3 années-lumière. Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne, à 8,6 années-lumière. Ross 154 à 9,7 années-lumière. Chacune de ces étoiles est un système unique, avec ses propres caractéristiques, ses propres planètes potentielles, ses propres mystères. Et chacune est séparée de nous par un gouffre de milliards de kilomètres que nous ne savons pas franchir. Dans un rayon de 10 années-lumière autour du Soleil, il y a environ une douzaine de systèmes stellaires. 12 systèmes en un volume sphérique de plus de 4000 années-lumière cubes. Cela donne une idée de la densité stellaire dans notre région de la galaxie. Les étoiles sont incroyablement espacées. Si le Soleil était un grain de sable posé sur une table, Proxima du Centaure serait un autre grain de sable situé à environ 5 km de distance. 5 km entre deux grains de sable. Le reste n'est que vide. Un vide immense, silencieux, indifférent. Mais élargissons notre champ de vision. Regardons au-delà de notre voisinage immédiat. Parce que les découvertes les plus fascinantes et les plus troublantes ne se trouvent pas à quelques années-lumière de nous, mais à des dizaines, des centaines, des milliers d'années-lumière. En 1992, les astronomes Alexander Wolszczan et Dale Frail ont fait une découverte qui a ouvert un chapitre entièrement nouveau de l'astronomie. Ils ont détecté les premières planètes en dehors de notre système solaire, en orbite non pas autour d'une étoile normale, mais autour d'un pulsar, le cadavre tournoyant d'une étoile massive qui a explosé en supernova. Ces planètes, situées à environ 2300 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge, sont des mondes impossibles, baignés dans un flux incessant de radiation mortelle, tournant autour d'un objet qui émet des faisceaux de rayons gamma comme un phare cosmique. Personne ne peut vivre là. Personne ne vivra jamais là. Et pourtant, ces planètes existent. Elles tournent patiemment dans le vide irradié depuis des millions d'années. 3 ans plus tard, en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz, 2 astronomes suisses de l'Observatoire de Genève, ont annoncé la découverte de la première exoplanète en orbite autour d'une étoile similaire au Soleil. Cette planète, baptisée 51 Pégasi b, orbite autour de l'étoile 51 Pégasi, située à environ 50 années-lumière de la Terre. Et elle a immédiatement bouleversé toutes nos théories sur la formation des systèmes planétaires. Parce que 51 Pégasi b
est une géante gazeuse, comparable à Jupiter en taille, mais elle orbite incroyablement près de son étoile, à seulement 7,5 millions de kilomètres, bouclant une orbite complète en à peine 4 jours terrestres. C'est ce que les astronomes ont appelé un Jupiter chaud, un type de planète que personne n'avait prévu et que les modèles théoriques existants ne pouvaient pas expliquer. Cette découverte a ouvert les vannes. Depuis lors, grâce à des missions spatiales comme Kepler, lancée en 2009, et TSS, lancée en 2018, nous avons découvert plus de 5600 exoplanètes confirmées, avec des milliers d'autres candidates en attente de confirmation. Et ces planètes sont d'une diversité stupéfiante. Il y a des super-terres, des planètes rocheuses, plusieurs fois plus massives que la nôtre. Il y a des mini-Neptunes, des mondes enveloppés d'épaisses atmosphères de gaz. Il y a des planètes en rotation synchrone, qui montrent toujours la même face à leur étoile, avec un côté en perpétuel jour brûlant et un côté en perpétuelle nuit glaciale. Il y a des planètes qui orbitent autour de 2 étoiles, comme Tatooine dans Star Wars, sauf que celles-ci sont réelles. Il y a des planètes dont il pleut du verre en fusion, emportées par des vents de 7000 km/h. Il y a des planètes si proches de leur étoile que leur surface est un océan de roches fondues, brillant comme de la lave. Et parmi toutes ces planètes, il y en a quelques-unes, une poignée précieuse, qui se trouvent dans la zone habitable de leur étoile et qui ont une taille comparable à celle de la Terre. Le télescope Kepler a permis d'estimer qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes de taille terrestre dans la zone habitable de leur étoile, rien que dans notre galaxie. Des milliards. Ce chiffre est à la fois exaltant et écrasant. Exaltant parce qu'il suggère que la vie, si elle peut naître, a eu des milliards d'occasions de le faire. Écrasant parce que toutes ces planètes sont séparées de nous par des années-lumière, des dizaines d'années-lumière, des centaines d'années-lumière, des milliers d'années-lumière de vide infranchissable. L'une des exoplanètes les plus fascinantes découvertes à ce jour est Kepler 442b, située à environ 1200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Cette planète a un rayon estimé à environ 1,3 fois celui de la Terre et se trouve en plein milieu de la zone habitable de son étoile. Une naine orange légèrement plus petite et plus froide que le Soleil. Les conditions théoriques y semblent remarquablement favorables à la présence d'eau liquide en surface, mais 1200 années-lumière. Si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière elle-même, il nous faudrait 1200 ans pour y parvenir. À 10% de la vitesse de la lumière, 12 000 ans. À la vitesse de la sonde Parker, près de 8 millions d'années. Il y a aussi le système TRAPPIST-1, découvert en 2017, un système de 7 planètes de taille terrestre en orbite autour d'une naine rouge ultra froide, à environ 40 années-lumière de la Terre. 3 de ces planètes se trouvent dans la zone habitable. C'est l'un des systèmes les plus prometteurs pour la recherche de biosignatures. Ces indices chimiques dans l'atmosphère d'une planète qui pourrait attrahir la présence de vie. Le télescope spatial, James Webb, lancé en 2021, a commencé à analyser les atmosphères de ces planètes, cherchant des traces de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane, d'ozone. Toutes ces molécules qui, sur Terre, sont intimement liées à la présence d'organismes vivants. Les premiers résultats ont été à la fois fascinants et décevants. TRAPPIST-1b, la planète la plus proche de l'étoile, semble être dépourvue d'atmosphère significative, probablement arrachée par le rayonnement intense de sa naine rouge haute. TRAPPIST-1c pourrait avoir une atmosphère très fine, dominée par le dioxyde de carbone, rappelant davantage Vénus que la Terre. Pour les planètes plus éloignées, dans la zone habitable, les données sont encore insuffisantes pour tirer des conclusions définitives. Mais le simple fait que nous puissions analyser la composition atmosphérique d'une planète à 40 années-lumière est un exploit technologique qui aurait semblé de la pure magie il y a seulement quelques décennies. Et c'est ici que se dessine une transition vers quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus violent. Parce que l'espace entre ces planètes et nous n'est pas seulement vaste, il est dangereux, mortellement dangereux. L'espace interstellaire
est un environnement d'une hostilité que notre esprit terrestre a du mal à concevoir. Et les phénomènes qui s'y déroulent sont d'une puissance si démesurée qu'ils rendent nos catastrophes terrestres, nos ouragans, nos tremblements de terre, nos éruptions volcaniques les plus violentes, absolument dérisoires en comparaison. Nous avons parlé des éruptions stellaires de Proxima du Centaure. Mais ces éruptions, aussi violentes soient-elles, ne sont que des frémissements comparés aux véritables cataclysmes qui se produisent dans notre galaxie. Des événements si puissants qu'ils libèrent en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Des événements si destructeurs qu'ils peuvent stériliser des systèmes planétaires entiers à des distances de dizaines d'années-lumière. Des événements si fondamentaux qu'ils ont probablement façonné l'histoire de la vie dans toute la galaxie. Et ces événements se produisent en permanence, quelque part dans la Voie lactée, à des distances mesurées en centaines et en milliers d'années-lumière. Certains sont suffisamment proches pour avoir affecté la Terre dans le passé, et certains pourraient l'affecter de nouveau dans l'avenir. La distance qui nous sépare de ces cataclysmes n'est pas seulement un vide à traverser, c'est aussi un bouclier, et c'est peut-être la seule raison pour laquelle nous sommes encore là, en ce moment, à contempler les étoiles et à nous poser ces questions. Parce que l'année-lumière, cette distance que nous maudissons comme un obstacle à nos rêves d'exploration, est aussi la distance qui nous protège des forces les plus destructrices de l'univers. Chaque année-lumière entre nous et une source de danger cosmique est un tampon de sécurité, une zone de dilution où l'énergie mortelle se disperse et s'affaiblit avant de nous atteindre. Et c'est cette double nature de la distance, à la fois prison et protection, à la fois malédiction et bénédiction, qui rend la question de l'année-lumière si fascinante et si profondément troublante. Parce qu'elle nous place face à un paradoxe fondamental. L'isolement cosmique qui nous empêche d'atteindre les étoiles est peut-être aussi l'isolement qui nous a permis d'exister. Et pour comprendre ce paradoxe, il faut plonger dans les forces les plus violentes du cosmos, les supernovae, les sursauts gamma, les collisions stellaires, les trous noirs en furie. Il faut comprendre ce qui se passe quand l'univers déploie sa puissance maximale, quand les étoiles meurent dans des explosions qui éclipsent que des galaxies entières, quand la matière est comprimée jusqu'à des densités si extrêmes que les lois de la physique elles-mêmes semblent se briser. C'est dans ces phénomènes que se trouve la clé pour comprendre pourquoi l'année-lumière est si grande, pourquoi les étoiles sont si éloignées, et pourquoi cette distance pourrait être la condition même de notre existence. Imaginez une bombe, pas une bombe ordinaire, pas même une bombe nucléaire. Imaginez une bombe si puissante qu'elle pourrait, en quelques secondes, libérer autant d'énergie que le Soleil n'en produira pendant 10 milliards d'années. Imaginez que cette bombe soit une étoile qui a vécu sa vie, brûlé son carburant et qui, dans un dernier souffle apocalyptique, se déchire de l'intérieur dans une explosion d'une violence si totale que, pendant quelques semaines, elle brille plus fort que toutes les autres étoiles de sa galaxie réunies. C'est une supernova. Et c'est l'un des événements les plus destructeurs que l'univers puisse produire. Les supernovas se produisent quand une étoile massive, au moins 8 fois plus lourde que le Soleil, arrive au terme de son existence. Pendant des millions d'années, l'étoile a maintenu un équilibre délicat entre la force de gravité qui cherche à la comprimer et la pression de radiation générée par les réactions de fusion nucléaire en son cœur, qui cherche à la dilater. Cet équilibre est ce qui maintient l'étoile stable, ce qui lui donne sa forme, sa luminosité, sa durée de vie. Mais la fusion nucléaire dans le cœur de l'étoile produit des éléments de plus en plus lourds. D'abord, l'hydrogène fusionne en hélium, puis l'hélium fusionne en carbone et en oxygène, puis le carbone fusionne en néon, le néon en oxygène, l'oxygène en silicium, et finalement, le silicium fusionne en fer. Et c'est là que tout s'arrête, parce que le fer est l'élément le plus stable du tableau périodique. La fusion du fer ne produit pas d'énergie. Au contraire, elle en consomme. Quand le cœur de l'étoile se transforme en fer, la source d'énergie qui maintenait l'équilibre disparaît brutalement. Ce qui se passe ensuite est d'une rapidité terrifiante. En moins d'1 seconde, le cœur de fer, qui peut avoir un diamètre de plusieurs milliers de kilomètres,
et une masse supérieure à celle du Soleil s'effondre sur lui-même. Il se comprime à une vitesse qui peut atteindre un quart de la vitesse de la lumière. En une fraction de seconde, un objet de la taille de la Terre se comprime jusqu'à devenir une sphère de seulement une vingtaine de kilomètres de diamètre. La matière y atteint des densités inimaginables, des centaines de millions de tonnes par centimètre cube. C'est la naissance d'une étoile à neutrons, ou, si l'étoile originale était suffisamment massive, d'un trou noir. L'effondrement du cœur produit une onde de choc d'une puissance phénoménale. Cette onde de choc se propage vers l'extérieur à travers les couches externes de l'étoile, les chauffant, les comprimant et les éjectant dans l'espace à des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. L'énergie libérée est de l'ordre de 10 à la puissance 46 joules. C'est un nombre si grand qu'il défie toute tentative de visualisation. Pour donner une vague d'idée, c'est environ autant d'énergie que celle que le Soleil produira pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années, concentrée en quelques secondes. Mais l'essentiel de cette énergie, environ 99%, n'est pas émis sous forme de lumière visible. Elle est émise sous forme de neutrinos, ces particules fantomatiques qui traversent la matière comme si elles n'existaient pas. Lors de la supernova 1987A, observée le 23 février 1987 dans le grand nuage de Magellan à environ 168 000 années-lumière de la Terre, les détecteurs terrestres ont capté environ 25 neutrinos provenant de l'explosion. 25. Sur les milliards de milliards de milliards de milliards de neutrinos émis, seuls 25 ont été interceptés par nos instruments. Et pourtant, ces 25 particules ont confirmé nos théories sur le mécanisme d'effondrement du cœur stellaire avec une précision remarquable. La supernova 1987 A est la supernova la plus proche observée depuis l'invention du télescope. Elle a permis aux astronomes de suivre en temps réel l'évolution d'une explosion stellaire, de sa détection initiale par les neutrinos, quelques heures avant l'arrivée de la lumière visible, jusqu'à la formation de la nébuleuse en expansion qui continue de briller aujourd'hui. Les images prises par le télescope spatial Hubble montrent un anneau de matière en expansion, brillant de mille feux à mesure que l'onde de choc entre en collision avec le gaz environnant. C'est un spectacle d'une beauté terrifiante, un rappel que la mort d'une étoile peut être aussi éblouissante que sa vie. Mais que se passerait-il si une supernova se produisait beaucoup plus près de nous? Pas à 168 000 années-lumière, mais à quelques dizaines d'années-lumière. Les conséquences seraient catastrophiques. Des études menées par des astrophysiciens de l'Université du Kansas et d'autres institutions ont estimé qu'une supernova se produisant à moins de 30 années-lumière de la Terre pourrait avoir des effets dévastateurs sur notre biosphère. Le flux de rayons cosmiques, de rayons gamma et de rayons X produits par l'explosion atteindrait notre système solaire après un délai correspondant à la distance en années-lumière. Ces radiations interagiraient avec notre atmosphère, provoquant une cascade de réactions chimiques qui détruirait une partie significative de la couche d'ozone. Sans cette couche protectrice, la surface de la Terre serait exposée au rayonnement ultraviolet solaire à des niveaux mortels pour de nombreuses espèces. On estime qu'une réduction de 50% de la couche d'ozone pendant plusieurs années, ce qui est dans la fourchette des effets prédits pour une supernova à 30 années-lumière, pourrait provoquer une extinction massive comparable à certaines des grandes extinctions du passé géologique. Le phytoplancton océanique, base de la chaîne alimentaire marine, serait particulièrement vulnérable. Les forêts seraient endommagées. Les espèces qui dépendent de la lumière du jour pour leur survie seraient décimées. Et il y a des preuves, encore débattues mais troublantes, que cela est déjà arrivé. En 2016, des chercheurs ont publié une étude montrant que des isotopes de fer 60, un isotope radioactif qui n'est produit en quantité significative que lors d'explosions de supernova, ont été retrouvés dans des sédiments océaniques datant d'environ 2,6 millions d'années. Les quantités détectées sont compatibles avec une ou plusieurs supernovae ayant explosé à une distance d'environ 150 à 300 années-lumière de la Terre à cette époque. Et de manière intrigante, cette période coïncide approximativement avec le début du Pléistocène, une époque marquée par des changements climatiques majeurs, des glaciations et des extinctions de la mégafaune marine.
Coïncidence ? Peut-être. Mais la possibilité que des événements stellaires à des centaines d'années-lumière aient pu influencer l'évolution de la vie sur Terre est une idée qui donne le vertige. Elle rappelle que nous ne sommes pas isolés de notre environnement galactique, même si cet environnement se trouve à des distances inconcevables. L'année-lumière est une mesure de séparation, certes, mais pas une mesure d'isolation totale. Les effets des cataclysmes cosmiques traversent ces distances, atténués mais pas éliminés, et ils atteignent notre petit monde avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Mais les supernovae ne sont pas les phénomènes les plus violents de l'univers. Elles pâlissent en comparaison des sursauts gamma, les explosions les plus puissantes connues dans le cosmos depuis le Big Bang lui-même. Les sursauts gamma ont été découverts par accident en 1967 par les satellites militaires américains Vela, conçus pour détecter les essais nucléaires soviétiques dans l'espace. Au lieu de bombes nucléaires, les satellites ont détecté de brèves bouffées de rayons gamma provenant de l'espace profond. Pendant des décennies, la nature de ces sursauts est restée l'un des plus grands mystères de l'astrophysique. D'où venaient-ils ? Qu'est-ce qui pouvait produire autant de rayons gamma en si peu de temps ? La réponse est venue progressivement, à mesure que les instruments se perfectionnaient. Nous savons maintenant qu'il existe deux types principaux de sursauts gamma. Les sursauts longs, qui durent plus de 2 secondes, sont produits par l'effondrement de certaines étoiles massives à rotation rapide, dans un type particulier de supernova appelé hypernova. Quand le cœur de ces étoiles s'effondre pour former un trou noir, 2 jets de matière et de rayonnement sont éjectés à une vitesse proche de celle de la lumière le long de l'axe de rotation de l'étoile mourante. Si la Terre se trouve par hasard dans la direction de l'un de ces jets, nous observons un sursaut gamma d'une intensité inouïe. Les sursauts courts, qui durent à moins de 2 secondes, sont produits par la fusion de 2 étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Ces objets ultra-denses, spiralant l'un vers l'autre pendant des millions d'années en émettant des ondes gravitationnelles, finissent par entrer en collision dans un cataclysme qui libère une quantité d'énergie comparable à celle d'une supernova, mais concentrée en une fraction de seconde et dans un volume beaucoup plus petit. L'énergie libérée par un sursaut gamma typique est stupéfiante. Un seul sursaut peut émettre en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil n'en émettra pendant toute son existence. Certains sursauts gamma sont si puissants qu'ils sont visibles à des milliards d'années-lumière. Le 9 avril 2023, un sursaut gamma baptisé GRB 230-409b a été détecté à une distance de 2 milliards d'années-lumière. Et malgré cette distance fantastique, il a été assez brillant pour saturer temporairement les détecteurs de plusieurs satellites. Mais le sursaut gamma le plus extraordinaire jamais enregistré est GRB 22109A, surnommé le BOAT pour Brightest of All Time, le plus brillant de tous les temps. Détecté le 9 octobre 2022, ce sursaut provenait d'une galaxie située à environ 2,4 milliards d'années-lumière de la Terre. Malgré cette distance colossale, il a été si intense qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre, la couche supérieure de notre atmosphère, d'une manière mesurable. Il a affecté les communications radio à basse fréquence pendant plusieurs minutes, un événement à 2,4 milliards d'années-lumière qui affecte physiquement notre planète. La puissance impliquée est tout simplement au-delà de toute compréhension humaine. Que se passerait-il si un sursaut gamma comparable se produisait dans notre propre galaxie à seulement quelques milliers d'années-lumière de nous, et que l'un de ces jets était pointé directement vers la Terre? Les simulations sont unanimes. Ce serait catastrophique. Le flux de rayons gamma détruirait instantanément une partie massive de la couche d'ozone. Le ciel s'illuminerait brièvement avec une intensité comparable à celle du Soleil, même en pleine nuit. Les organismes exposés directement au rayonnement subiraient des dommages cellulaires importants. La chaîne alimentaire mondiale serait perturbée pendant des années, peut-être des décennies. Certains modèles suggèrent qu'une extinction de masse significative pourrait résulter d'un sursaut gamma survenant à moins de 6500 années-lumière de la Terre. Et certains scientifiques
ont proposé que c'est exactement ce qui s'est produit il y a environ 443 millions d'années, lors de l'extinction ordovicien-silurien, la première des 5 grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Cette extinction a anéanti environ 85% des espèces marines de la planète. Sa cause reste débattue, mais l'hypothèse d'un sursaut gamma lointain, dont le jet aurait balayé notre système solaire par un malheureux hasard d'alignement, est considérée comme plausible par plusieurs équipes de recherche. Et puis, il y a les trous noirs. Non pas les trous noirs stellaires, ces objets de quelques masses solaires qui se forment lors des supernovae, mais les trous noirs supermassifs, les monstres qui se tapissent au centre des galaxies. Notre propre galaxie, la Voie lactée, abrite en son centre un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile, dont la masse est estimée à environ 4 millions de fois celle du Soleil. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière de nous, au cœur d'un enchevêtrement dense d'étoiles, de gaz et de poussière. Sagittarius A étoile est actuellement relativement calme. Il n'absorbe pas beaucoup de matière et n'émet pas de jets puissants. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il n'en sera pas toujours ainsi. Des observations récentes, publiées entre 2019 et 2023, ont montré que Sagittarius A étoile connaît des sursauts d'activité occasionnels. Des moments où il absorbe un nuage de gaz ou une étoile malchanceuse et émet brièvement des bouffées de rayonnement intenses. Et des études paléoastronomiques ont suggéré qu'il y a environ 6 millions d'années, Sagittarius A étoile a connu un épisode d'activité beaucoup plus intense, émettant des jets de rayonnement qui ont illuminé les nuages de Magellan, nos galaxies satellites, et dont les effets se sont fait sentir à travers toute la galaxie. Même à 26 000 années-lumière de distance, un épisode d'activité majeure de Sagittarius A étoile pourrait avoir des conséquences sur notre système solaire. Pas aussi directe ni aussi immédiate qu'une supernova proche, mais subtile, insidieuse, s'étalant sur des milliers d'années. Une augmentation du flux de rayons cosmiques, une perturbation du vent solaire, une modification de l'héliosphère, cette bulle protectrice que le Soleil maintient autour de lui et qui nous protège des particules les plus énergétiques du milieu interstellaire. Et dans d'autres galaxies, les trous noirs supermassifs sont beaucoup plus actifs. Les quasars, ces noyaux galactiques extrêmement lumineux, alimentés par des trous noirs supermassifs en train d'engloutir de vastes quantités de matière, sont parmi les objets les plus lumineux de l'univers. Certains quasars émettent des jets relativistes qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière, traversant l'espace intergalactique comme des lances de feu cosmiques. L'énergie contenue dans ces jets est si immense qu'ils peuvent balayer le gaz des galaxies entières, empêchant la formation de nouvelles étoiles et transformant des galaxies autrefois fertiles en déserts cosmiques. Mais il existe un phénomène encore plus spectaculaire, encore plus rare, encore plus violent. La collision d'étoiles à neutrons. Nous avons brièvement mentionné les fusions d'étoiles à neutrons comme source de sursauts gamma courts. Mais ces événements méritent qu'on s'y attarde parce qu'ils sont directement liés à notre existence d'une manière que peu de gens soupçonnent. Le 17 août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont détecté un signal baptisé GW170-817, produit par la fusion de 2 étoiles à neutrons dans la galaxie N, GC 4993, à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre. Pour la première fois dans l'histoire, des astronomes ont pu observer le même événement à la fois par les ondes gravitationnelles et par la lumière, dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique. C'était le début de l'astronomie multimessager, une révolution dans notre façon d'observer l'univers. Et ce que les observations de GW170-817 ont révélé est extraordinaire. Lors de la collision, les 2 étoiles à neutrons ont fusionné en un objet encore plus compact, probablement un trou noir, en éjectant dans l'espace des quantités considérables de matière riche en neutrons. Cette matière, soumise à des conditions de température et de densité extrêmes, a produit des éléments lourds par un processus appelé nucléosynthèse par capture rapide de neutrons, ou processus R. Et parmi ces éléments lourds se trouvent l'or, le platine,
l'uranium et des dizaines d'autres éléments qui ne peuvent pas être produits en quantité significative dans les étoiles ordinaires ou même dans les supernovae classiques. On estime que la collision GW170-817 a produit environ 10 masses terrestres d'or et de platine. 10 fois la masse de notre planète entière, en or pur, créé en quelques secondes et dispersé dans l'espace interstellaire à des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Cet or, éjecté dans le vide, se mélange lentement au gaz interstellaire, s'incorpore dans les nuages moléculaires qui donneront naissance à de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. L'or que vous portez peut-être à votre doigt en ce moment a été forgé dans une collision d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années, quelque part dans la galaxie, à des milliers d'années-lumière de l'endroit où le Soleil allait les naître. Et c'est ici que le mystère reste ouvert. Parce que ces collisions, ces explosions, ces cataclysmes cosmiques sont à la fois les forces qui pourraient nous détruire et les forces qui nous ont créés. Sans les supernovae, les éléments lourds nécessaires mis à la vie, le carbone, l'oxygène, le fer, le calcium, n'existeraient pas. Sans les collisions d'étoiles à neutrons, les éléments les plus lourds n'existeraient pas. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles mortes, assemblées par la gravité en une planète, réchauffée par une étoile ordinaire et animée par une chimie si complexe qu'elle a fini par devenir consciente d'elle-même. L'année-lumière, cette distance qui nous sépare des étoiles et de leur cataclysme, est donc un espace ambigu. Trop grande pour être franchie, trop petite pour nous protéger totalement, et absolument nécessaire pour que la chimie de la vie ait le temps et la tranquillité de se déployer. C'est un espace de tension, un espace de paradoxe, un espace qui pose une question à laquelle nous ne savons pas répondre. Sommes-nous à la bonne distance ? Nous avons exploré les distances, les barrières physiques, les phénomènes violents qui peuplent l'espace entre les étoiles. Nous avons vu que l'année-lumière est à la fois un gouffre infranchissable et un bouclier protecteur. À la fois la raison pour laquelle nous ne pouvons pas atteindre les étoiles et la raison pour laquelle nous sommes encore en vie pour en rêver. Mais maintenant, il est temps de nous tourner vers une question différente, plus intime, plus dérangeante. Une question qui ne concerne plus la physique ni les étoiles, mais nous, l'humanité, notre place, notre signification, notre avenir. Parce que l'année-lumière ne pose pas seulement un problème d'ingénierie, elle pose un problème existentiel. Et ce problème peut se résumer en une phrase simple mais vertigineuse. Si l'univers est si grand et si ancien, et s'il y a potentiellement des milliards de planètes habitables rien que dans notre galaxie, alors où est tout le monde ? Cette question a un nom. On l'appelle le paradoxe de Fermi, du nom du physicien italien Enrico Fermi, qui lors d'un déjeuner avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos, en 1950, a posé cette question devenue célèbre. Mais où sont-ils ? La discussion portait sur la possibilité de vie extraterrestre, et Fermi, avec sa lucidité habituelle, avait pointé une contradiction apparente entre la probabilité statistiquement élevée de l'existence de civilisations extraterrestres et l'absence totale de preuves de leur existence. Reprenons les chiffres. La Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Les observations du télescope Kepler suggèrent que la plupart de ces étoiles ont des planètes et qu'une fraction significative de ces planètes se trouve dans la zone habitable. Même avec des estimations conservatrices, il pourrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables dans notre seule galaxie. La Voie lactée a environ 13,6 milliards d'années. Notre Soleil n'en a que 4,6. Cela signifie que des milliards d'étoiles et de planètes existaient déjà des milliards d'années avant la formation de notre système solaire. Si la vie est apparue sur certaines de ces planètes, si des civilisations technologiques se sont développées, alors certaines d'entre elles auraient eu des milliards d'années d'avance sur nous. Des milliards. Et voici le cœur du paradoxe. Même avec des technologies de voyage interstellaire très lentes, même à une fraction infime de la vitesse de la lumière, une civilisation suffisamment motivée pourrait coloniser l'ensemble de la galaxie en quelques dizaines de millions d'années. C'est un temps long à l'échelle humaine, mais c'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Quelques dizaines de millions d'années, c'est moins d'1% de l'âge de la galaxie.
Si une seule civilisation avait commencé cette expansion, il y a ne serait-ce qu'1 milliard d'années, elle aurait eu le temps de coloniser la galaxie entière des dizaines de fois. Leurs sondes, leurs vaisseaux, leurs colonies, leurs signaux devraient être partout. L'espace devrait bruire de leur présence. Et pourtant, le silence est total. Nos radiotélescopes écoutent le ciel depuis plus de 60 ans, dans le cadre du programme SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Nous avons scruté des milliers d'étoiles, analysé des millions de fréquences de radio, cherché des signaux artificiels, des modèles qui ne pourraient pas être produits par des phénomènes naturels. Nous n'avons rien trouvé. Pas un signal, pas un murmure, pas un soupir. Le cosmos est silencieux d'une manière qui, quand on y réfléchit vraiment, est profondément inquiétante. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour résoudre ce paradoxe, et chacune est plus troublante que la précédente. La première hypothèse est que nous sommes seuls, que la vie intelligente est un phénomène si extraordinairement rare qu'il ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de la galaxie, ou peut-être de l'univers tout entier, que la chaîne d'événements qui a mené de la première molécule organique à un être capable de se poser la question de sa propre existence est si improbable, si fragile, si dépendante d'un enchaînement de circonstances si spécifiques qu'elle ne s'est jamais reproduite ailleurs. C'est l'hypothèse de la Terre rare, développée par les scientifiques Peter Ward et Donald Brownlee. Selon cette hypothèse, ce n'est pas la vie microbienne qui est rare, mais la vie complexe, multicellulaire, intelligente. Des bactéries, il y en a peut-être partout. Mais des civilisations capables de construire des télescopes et de se poser des questions existentielles? Peut-être sommes-nous les seuls. Si cette hypothèse est correcte, alors l'année-lumière n'est pas seulement la distance qui nous sépare des étoiles. C'est la distance qui nous sépare du néant, de l'absence, du silence éternel. Nous serions la seule lueur de conscience dans un océan d'obscurité matérielle, la seule voix dans un silence cosmique de 13 milliards d'années. Et cette conscience, cette voix, serait d'une fragilité terrifiante. Un astéroïde, une pandémie, une guerre nucléaire, un changement climatique incontrôlé, et cette unique lumière s'éteindrait pour toujours, sans que personne dans l'univers ne le sache ni ne s'en soucie. La deuxième hypothèse est encore plus sombre. C'est l'hypothèse du grand filtre, proposée par l'économiste Robin Hanson en 1996. Selon cette hypothèse, il existe quelque part sur le chemin entre la matière inerte et une civilisation capable de coloniser les étoiles un obstacle si difficile, si improbable à franchir, qu'il élimine presque toutes les tentatives. Un filtre, une barrière, un point de passage si étroit que presque rien ne parvient à le traverser. La question cruciale est: où se trouve ce filtre ? Est-il derrière nous ou devant nous ? Si le grand filtre est derrière nous, cela signifie que l'étape la plus difficile a déjà été franchie. Peut-être que le filtre est l'apparition de la vie elle-même, ou le passage de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire, ou le développement de l'intelligence, ou l'invention de la technologie. Si c'est le cas, nous avons eu une chance extraordinaire, et notre solitude cosmique est en quelque sorte une bonne nouvelle. Nous sommes les rares survivants d'un processus de sélection impitoyable. Mais si le grand filtre est devant nous, alors les implications sont terrifiantes. Cela signifierait que toutes les civilisations qui atteignent notre niveau de développement finissent par se détruire avant de pouvoir coloniser les étoiles. Que quelque chose, peut-être la guerre, peut-être la dégradation environnementale, peut-être une technologie autodestructrice que nous n'avons pas encore inventée, les anéantit systématiquement, et que nous nous dirigeons inexorablement vers le même sort. Dans cette perspective, l'année-lumière acquiert une signification nouvelle et glaçante. Elle n'est pas seulement un obstacle à nos rêves, elle est un piège. Parce que si le grand filtre est devant nous, alors la distance interstellaire n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est nous. C'est notre incapacité à survivre assez longtemps pour développer les technologies qui pourraient un jour nous permettre de franchir cette distance. L'année-lumière n'est pas la prison. Nous sommes notre propre prison. Et les barreaux sont faits de nos instincts, de nos conflits, de notre incapacité à penser au-delà de l'immédiat. La troisième hypothèse est peut-être la plus étrange de toutes. C'est l'hypothèse du zoo, ou l'hypothèse de la forêt sombre.
développé sous différentes formes par plusieurs penseurs et popularisé par l'écrivain chinois Liu Cixin dans sa trilogie du problème à 3 corps. Selon cette hypothèse, les civilisations extraterrestres existent, peut-être en grand nombre, mais elles se cachent délibérément. Pourquoi ? Parce que l'univers est dangereux. Parce que se révéler, c'est se rendre vulnérable. Parce qu'une civilisation qui signale sa présence à travers le cosmos risque d'attirer l'attention d'une autre civilisation plus avancée et potentiellement hostile. Dans la forêt sombre de l'univers, le silence n'est pas un signe d'absence, c'est un signe de prudence. Chaque civilisation est un chasseur silencieux, tapi dans l'obscurité, écoutant sans parler, observant sans se montrer. Si cette hypothèse est correcte, alors notre comportement, nos émissions radio, nos signaux envoyés dans l'espace, nos tentatives de contact seraient d'une imprudence vertigineuse. Nous serions l'enfant naïf qui crie dans la forêt sombre sans savoir ce qui s'y cache. Et l'année-lumière, dans cette perspective, serait notre seule protection. La distance qui sépare les mondes serait la seule chose qui empêche les prédateurs cosmiques de nous trouver instantanément. Chaque année-lumière de vide serait un mur de silence, un tampon de sécurité, un rempart d'obscurité qui retarde la découverte et donne du temps pour se cacher. Mais il y a une 4e possibilité, moins dramatique peut-être, mais tout aussi profonde. C'est la possibilité que les civilisations extraterrestres existent, qu'elles soient même relativement courantes, mais qu'elles soient tout simplement incapables de franchir les distances interstellaires, tout comme nous. Que chaque civilisation, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa technologie, quelle que soit sa volonté, finisse par buter contre le même mur que nous, le mur de l'année-lumière, le mur de la vitesse de la lumière, le mur de l'énergie nécessaire, le mur du milieu interstellaire, le mur du temps. Dans cette hypothèse, l'univers serait peuplé de millions de civilisations, chacune sur sa propre planète, chacune regardant les étoiles avec émerveillement et frustration, chacune se demandant si elle est seule, chacune criant dans le vide sans jamais recevoir de réponse. Non pas parce qu'il n'y a personne pour entendre, mais parce que le cri met trop longtemps à parvenir et que la réponse met trop longtemps à revenir. Ce serait l'ironie cosmique suprême. Un univers plein de vie, plein de conscience, plein de questions, mais où la distance entre les sources de vie est si grande que chacune est condamnée à la solitude. Des millions de flammes brûlant dans la nuit, chacune visible pour les autres, mais aucune capable de toucher l'autre. Des millions de voix chantant dans le silence, chacune persuadée d'être la seule à chanter. Et cela nous ramène à une question fondamentale sur la nature de l'univers lui-même. Pourquoi est-il si grand ? Pourquoi les étoiles sont-elles si éloignées les unes des autres ? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle ce qu'elle est ? Ni plus rapide, ni plus lente. Est-ce un hasard ? Est-ce une nécessité ? Est-ce un choix ? Les physiciens ont un concept pour cela. On l'appelle le principe anthropique. Dans sa forme faible, il dit simplement que les propriétés de l'univers que nous observons sont nécessairement compatibles avec notre existence. Sinon, nous ne serions pas là pour les observer. C'est une tautologie, certes, mais elle a des implications profondes. Parce que si les constantes fondamentales de la physique étaient légèrement différentes, si la vitesse de la lumière était plus rapide ou plus lente, si la constante gravitationnelle était plus forte ou plus faible, si la charge de l'électron était légèrement différente, alors l'univers serait un endroit radicalement différent. Peut-être un endroit où les étoiles ne pourraient pas se former, peut-être un endroit où les atomes ne pourraient pas exister. Peut-être un endroit où la vie serait impossible. La taille de l'univers, la distance entre les étoiles, la vitesse de la lumière, tout cela pourrait être le résultat d'un réglage extrêmement fin des constantes fondamentales. Et ces constantes pourraient être ce qu'elles sont, non pas par hasard, mais parce que toute autre valeur aurait produit un univers stérile. Un univers où personne ne serait jamais né pour se poser la question. C'est une idée vertigineuse. Elle suggère que la distance impossible entre les étoiles n'est pas un défaut de conception de l'univers, mais une caractéristique essentielle. Que l'année-lumière est si grande parce qu'elle doit l'être, parce qu'un univers plus compact, où les étoiles seraient en plus proches, serait un univers trop violent, trop instable, trop chaotique pour que la vie puisse s'y épanouir.
L'isolement cosmique ne serait pas une malédiction. Ce serait une condition nécessaire à l'existence de la complexité, de la vie, de la conscience. Et puis, il y a la question du futur. Pas le futur de l'humanité, mais le futur de l'univers lui-même. Parce que l'univers n'est pas statique, il évolue, il change. Et les distances entre les objets ne restent pas constantes. L'univers est en expansion. Depuis le Big Bang, l'espace lui-même s'étire. Et avec lui, les distances entre les galaxies augmentent. Et cette expansion s'accélère. En 1998, 2 équipes indépendantes d'astronomes, dirigées par Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Rees, ont fait une découverte qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2011. En observant des supernovas lointaines de type 1A, utilisées comme chandelles standard, pour mesurer les distances cosmiques, ils ont constaté que ces supernovas étaient plus faibles que prévu, ce qui signifiait qu'elles étaient plus lointaines que prévu. Ce qui signifiait que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas, comme on le pensait, mais qu'elle accélérait. Et cette découverte a révélé l'existence d'une force mystérieuse, baptisée énergie sombre, qui représente environ 68% du contenu énergétique total de l'univers et qui agit comme une force répulsive à grande échelle, poussant les galaxies les unes loin des autres à des vitesses croissantes. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie sombre. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne savons pas pourquoi elle a la valeur qu'elle a. C'est l'un des plus grands mystères de la physique contemporaine. Mais ce que nous savons, c'est que cette accélération a des conséquences stupéfiantes pour l'avenir de l'univers et pour la notion même de distance. Parce que si l'expansion continue de s'accélérer, alors à terme, les galaxies lointaines s'éloigneront de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace plus vite que la lumière, ce qui est impossible, mais parce que l'espace lui-même entre nous et elles s'étire plus vite que la lumière ne peut le traverser. C'est une distinction subtile, mais cruciale. La limite de la vitesse de la lumière s'applique au mouvement à travers l'espace, pas à l'expansion de l'espace lui-même. Et cela signifie que, dans un avenir lointain, des galaxies qui sont actuellement visibles pour nous disparaîtront progressivement de notre horizon observable. Leur lumière ne pourra plus nous atteindre, parce que l'espace entre nous et elles s'étire plus vite que les photons ne peuvent le traverser. Elles seront toujours là, elles existeront toujours, mais elles seront à jamais invisibles, à jamais inaccessibles, à jamais perdues pour nous. Les cosmologistes estiment que dans environ 100 milliards d'années, si l'expansion continue à son rythme actuel, presque toutes les galaxies en dehors de notre groupe local, le petit amas de galaxies dont fait partie la Voie lactée, la Voie lactée, auront franchi l'horizon cosmologique et seront devenus invisibles. Un observateur vivant à cette époque regarderait le ciel et ne verrait que les étoiles de sa propre galaxie entourées d'un vide noir infini. Il n'aurait aucun moyen de savoir que des milliards d'autres galaxies existent au-delà. L'univers observable pour lui se résumerait à sa propre île cosmique, flottant seule dans un océan de néant. Et c'est là que l'année-lumière prend sa signification la plus poignante, parce que non seulement les étoiles sont trop loin pour que nous les atteignions, mais l'univers lui-même s'arrange pour les éloigner encore davantage, toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. L'année-lumière n'est pas une constante, c'est un gouffre qui s'élargit, une prison dont les murs s'éloignent, un horizon qui recule à mesure qu'on essaie de s'en approcher. Et face à cette réalité, face à cet univers qui semble conçu pour nous isoler, pour nous séparer, pour nous confiner dans notre petit coin de cosmos, une question émerge, une question qui n'a pas de réponse scientifique, mais qui brûle avec la même intensité que les étoiles elles-mêmes. Est-ce que tout cela a un sens ? Est-ce que cette immensité a une raison d'être ? Est-ce que cette distance impossible sert un but que nous ne pouvons pas percevoir ? Ou est-ce que l'univers est simplement ce qu'il est, sans raison, sans but, sans intention, un accident de physique qui a engendré par hasard des créatures capables de s'émerveiller devant leur propre insignifiance ? Nous ne savons pas. Et peut-être ne saurons-nous jamais. Mais la question elle-même, le simple fait que nous puissions la poser, est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes.
parce que dans un univers de 100 milliards de galaxies, de 1000 milliards de milliards d'étoiles, de distances si vastes qu'elles défient l'imagination, le fait qu'un arrangement particulier d'atomes sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie banale puisse lever les yeux et demander pourquoi ce fait, à lui seul, est peut-être le plus grand mystère de l'univers. Nous voici au terme de ce voyage. Un voyage qui nous a emmenés des confins de notre voisinage stellaire jusqu'aux limites de l'univers observable, des mécanismes intimes de la physique relativiste jusqu'aux questions les plus vastes que l'esprit humain puisse concevoir. Un voyage à travers l'année-lumière, cette mesure qui porte en elle tout le paradoxe de notre condition cosmique. Reprenons le fil. Pas pour répéter ce qui a été dit, mais pour tisser ensemble les fils épars de cette histoire et voir quels motifs ils dessinent quand on les regarde dans leur ensemble. Nous avons commencé par un constat simple mais dévastateur. L'année-lumière est une distance si immense que notre vaisseau le plus rapide mettrait des millénaires à la parcourir et que même la lumière, cette fugitive ultime de l'univers, met une année entière pour la franchir. Nous avons vu que cette distance n'est pas un accident. Elle est inscrite dans les lois fondamentales de la physique, dans la structure même de l'espace-temps, dans les constantes qui gouvernent la réalité. La vitesse de la lumière est un mur que la matière ne peut franchir. L'énergie nécessaire pour s'en approcher croît vers l'infini. Le temps lui-même se déforme et se brise d'une manière qui rend tout voyage interstellaire, même théoriquement possible, humainement tragique. Nous avons découvert que notre voisinage stellaire, ces quelques étoiles situées dans un rayon de 10 années-lumière, abritent des mondes qui sont tantôt prometteurs et tantôt hostiles. Proxima b, dans la zone habitable de l'étoile la plus proche, est bombardée quotidiennement par des éruptions stellaires qui pourraient stériliser sa surface. Les autres planètes connues dans notre voisinage sont soit trop chaudes, soit trop froides, soit trop irradiées pour ressembler à ce que nous appellerions un foyer. Et au-delà de ce voisinage, les milliers d'exoplanètes découvertes par Kepler et TESS nous montrent un univers d'une diversité stupéfiante, où les mondes habitables potentiels se comptent de peut-être par milliards, mais où chacun d'entre eux est séparé de nous par un océan de vide que nous ne savons pas traverser. Nous avons plongé dans la violence cosmique, dans ces cataclysmes qui font paraître nos catastrophes terrestres comme des rides à la surface d'un étang. Les supernovae qui libèrent en quelques secondes l'énergie de 10 milliards d'années de lumière solaire. Les sursauts gamma qui peuvent stériliser des systèmes planétaires à des milliers d'années-lumière de distance. Les collisions d'étoiles à neutrons qui forgent les éléments les plus lourds de l'univers dans un bain de feu gravitationnel. Les trous noirs supermassifs qui dévorent la matière et recrachent des jets de plasma à travers des centaines de milliers d'années-lumière d'espace. Et nous avons vu que ces phénomènes, aussi terrifiants soient-ils, sont aussi les artisans de notre existence. Sans la mort violente des étoiles, nous n'aurions pas les atomes qui composent nos corps. Sans les collisions cosmiques, nous n'aurions pas les éléments qui composent nos bijoux, nos technologies, notre monde. Et nous avons contemplé les implications existentielles de tout cela. Le paradoxe de Fermi et son silence troublant. Le grand filtre est la question de savoir si notre civilisation est destinée à se détruire avant de pouvoir franchir les étoiles. L'hypothèse de la forêt sombre et la possibilité terrifiante que le silence cosmique soit un acte de prudence dans un univers hostile. Et l'expansion accélérée de l'univers, qui éloigne les galaxies les unes des autres à des vitesses croissantes, promettant un avenir lointain où le cosmos visible se réduira à notre seule île galactique flottant dans un océan de ténèbres éternelles. Quand on assemble tous ces éléments, quand on les met bout à bout, un tableau émerge, et ce tableau est à la fois magnifique et accablant. Nous vivons dans un univers qui semble avoir été conçu selon deux principes contradictoires. D'un côté, il produit la complexité. Il crée des étoiles, des planètes, des molécules, des cellules, des organismes, des esprits. Il engendre la conscience, la curiosité, l'émerveillement. Il crée des êtres capables de comprendre ses lois, de mesurer ses dimensions, de rêver ses possibilités. De l'autre côté, il sépare ses créations par des distances si vastes qu'elles ne peuvent jamais se rencontrer. Il pose entre chaque île de complexité un océan de vide si immense qu'il constitue une barrière quasi absolue. Il crée la soif de connexion et rend la connexion impossible.
Il crée le désir de savoir et place le savoir hors de portée. C'est comme si l'univers était un architecte qui construit des millions de maisons magnifiques, chacune remplie de lumière et de chaleur, mais qui les sépare par des déserts de 1000 kilomètres, sans route, sans véhicule, sans carte. Les habitants de chaque maison peuvent voir la lueur des autres maisons au loin, par-dessus les dunes, mais ils ne peuvent pas les atteindre. Ils peuvent imaginer qui y vit, ce qu'on y fait, ce qu'on y pense, mais ils ne peuvent pas vérifier. Ils ne peuvent pas échanger, ils ne peuvent pas partager. Et peut-être que c'est là la leçon la plus profonde de l'année-lumière. Pas une leçon de physique, mais une leçon d'humilité. Parce que nous, les humains, nous avons tendance à croire que l'univers nous doit quelque chose. Nous croyons qu'il devrait être compréhensible, accessible, accueillant. Nous croyons que si nous sommes assez intelligents, assez persévérants, assez courageux, nous finirons par percer tous ses secrets, franchir toutes ses distances, conquérir tous ses espaces. Mais l'univers ne nous doit rien. Il n'a pas été fait pour nous. Il n'a pas été conçu pour être exploré, compris ou habité par des créatures comme nous. Nous sommes un accident magnifique, une improbabilité miraculeuse, une fluctuation de complexité dans un océan de simplicité. Et les distances qui nous séparent des étoiles ne sont pas des obstacles placés sur notre chemin. Elles sont simplement la nature des choses. Elles sont la conséquence des lois qui gouvernent la matière et l'énergie, des constantes qui déterminent la structure de l'espace-temps, des conditions qui ont prévalu dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Et face à cette réalité, face à cette indifférence cosmique, deux attitudes sont possibles. La première est le désespoir, se sentir écrasé par l'immensité, insignifiant face à l'infini, impuissant face à l'impossible. C'est une réaction compréhensible. Quand on réalise vraiment, viscéralement, ce que signifie 9000 milliards de kilomètres, quand on comprend que même à la vitesse de la lumière, il faudrait des années pour atteindre l'étoile la plus proche et des milliards d'années pour traverser l'univers observable, quand on saisit que l'expansion accélérée de l'univers finira par effacer les galaxies lointaines de notre ciel, comme des larmes dans la pluie, il est difficile de ne pas ressentir un vertige existentiel, un abîme intérieur qui fait écho à l'abîme extérieur. Mais la deuxième attitude est l'émerveillement. Et c'est celle que je voudrais vous proposer ce soir, dans le silence de cette nuit, dans l'intimité de vos pensées. Parce que le simple fait que nous puissions contempler l'année-lumière est extraordinaire. Pensez-y un instant. Nous sommes des arrangements d'atomes, des configurations temporaires de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, assemblés par des milliards d'années d'évolution aveugle sur une planète ordinaire, autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire. Et pourtant, ces arrangements d'atomes ont développé la capacité de comprendre leur propre univers, de mesurer les distances entre les étoiles, de calculer la vitesse de la lumière, de déduire l'âge du cosmos, de détecter des planètes à des centaines d'années-lumière, de capter les ondes gravitationnelles produites par la collision d'étoiles à neutrons à 130 millions d'années-lumière. La matière s'est organisée de telle manière qu'elle peut se contempler elle-même. L'univers a engendré des êtres qui peuvent le comprendre, des êtres qui peuvent regarder une étoile lointaine et savoir qu'elle est faite des mêmes atomes que leurs os, des êtres qui peuvent entendre le murmure des ondes gravitationnelles et y reconnaître la signature d'un cataclysme cosmique survenu avant même la naissance de leur espèce, des êtres qui peuvent te poser des questions auxquelles l'univers ne répond pas, et trouver dans ce silence même une forme de beauté. C'est cela, la vraie merveille. Pas la distance, pas les étoiles, pas les galaxies, mais la conscience, la capacité de savoir que l'on ne sait pas, la capacité de mesurer l'infini avec un esprit fini, la capacité de rêver les étoiles tout en sachant qu'on ne les atteindra peut-être jamais. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que nous n'avons pas besoin de franchir l'année-lumière pour que notre existence ait un sens. Peut-être que le simple fait de la contempler, de la mesurer, de la comprendre, est en soi un acte de courage cosmique, parce que la plupart de la matière dans l'univers ne fait rien. Elle flotte, elle brûle, elle tourne, elle s'effondre, mais elle ne sait pas qu'elle le fait. Elle n'a pas de perspective, elle n'a pas de questions, elle n'a pas de rêve. Nous,
Si. Et ce soir, en écoutant ces mots, en laissant votre esprit dériver vers les profondeurs du cosmos, vous faites quelque chose que des milliards d'étoiles, des milliards de planètes, des milliards de galaxies ne peuvent pas faire. Vous pensez, vous ressentez, vous vous émerveillez. Et dans cet émerveillement, aussi bref soit-il, aussi fragile soit-il, il y a quelque chose d'infiniment précieux. Quelque chose qui n'a peut-être pas de prix dans l'économie de l'univers, mais qui a un sens pour nous, pour la seule espèce connue qui soit capable de lui en donner un. L'année-lumière restera peut-être à jamais une distance que l'humanité ne franchira pas. Nos sondes les plus audacieuses ne seront peut-être jamais que des bouteilles jetées dans un océan sans rivage, dérivant pendant des millénaires vers des destinations qu'aucun de nous ne vivra assez longtemps pour voir. Nos signaux radio s'éteindront peut-être dans le bruit de fond cosmique, comme des voix perdues dans une tempête, sans que personne ne les entende ni ne les comprenne. Et les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes resteront peut-être ce qu'elles ont toujours été. Des lumières lointaines, belles et inaccessibles, des phares dans la nuit qui guident notre regard, mais pas nos pas. Mais même si c'est le cas, même si nous ne traversons jamais cette distance, même si nous restons pour toujours confinés sur cette petite roche bleue en orbite autour d'une étoile jaune dans la banlieue d'une galaxie spirale, nous aurons fait quelque chose de remarquable. Nous aurons regardé, nous aurons compris, nous aurons rêvé. Et dans un univers qui ne demande rien et ne promet rien, c'est peut-être la forme de courage la plus pure qui existe. Alors ce soir, quand le silence se fera, quand les derniers mots de cette histoire se dissiperont dans le calme de la nuit, je vous invite à faire une chose simple. Si vous le pouvez, allez à votre fenêtre, ou simplement fermez les yeux et imaginez le ciel nocturne. Imaginez ces milliers de points lumineux, chacun un soleil, chacun entouré peut-être de planètes, chacun séparé de vous par des milliards de kilomètres de vide silencieux. Et dans ce silence, dans cette immensité, dans cette solitude cosmique qui est peut-être la condition la plus fondamentale de notre existence, essayez de ressentir non pas la peur, non pas l'insignifiance, mais la gratitude. La gratitude d'être ici, la gratitude d'être conscient, la gratitude de pouvoir lever les yeux et voir, ne serait-ce qu'un instant, la lumière d'une étoile dont les photons ont voyagé pendant des années, des décennies, des siècles, des millénaires, juste pour atteindre votre rétine en cet instant précis. Cette lumière a traversé l'année-lumière pour vous. Elle a franchi le gouffre que vous ne pouvez pas franchir. Elle est venue de l'autre côté de l'impossible et elle touche vos yeux, en ce moment, comme un message d'un monde que vous ne connaîtrez jamais. C'est peut-être la plus belle forme de connexion que l'univers nous offre. Pas le voyage, pas la rencontre, pas l'échange, mais la lumière. Cette lumière qui traverse le vide, qui défie la distance, qui porte en elle l'information de mondes lointains et la livre à nos yeux patients. Nous ne pouvons pas aller vers les étoiles, mais les étoiles viennent vers nous, chaque nuit sous la forme de photons qui ont voyagé pendant des éternités pour nous dire « Nous sommes là, nous existons. Vous n'êtes pas totalement seul, et c'est sur cette pensée que je vous laisse ce soir. Avec l'image de ces photons voyageurs, ces messagers silencieux qui traversent les années-lumière comme des lettres postées d'un monde inconnu. Des lettres que nous ne pouvons pas lire entièrement, dont nous ne comprenons qu'une fraction du contenu, mais dont la seule existence est un miracle. Un miracle de physique, de distance et de temps. Un miracle qui se renouvelle chaque nuit au-dessus de nos têtes, que nous le regardions ou non. L'année-lumière est peut-être la distance que l'humanité ne franchira jamais. Mais elle est aussi la distance que la lumière franchit pour nous chaque seconde, chaque jour, chaque nuit depuis le commencement du temps. Et dans cette asymétrie, dans ce déséquilibre entre notre immobilité et la course éternelle des photons, il y a peut-être la plus belle métaphore de notre condition. Nous sommes les spectateurs immobiles d'un spectacle en mouvement. Nous sommes les auditeurs silencieux d'une symphonie qui dure depuis 13,8 milliards d'années. Nous sommes les lecteurs éphémères d'un livre qui a plus de pages que nous n'avons de secondes à vivre. Et c'est magnifique, c'est tragique, c'est humain. Bonne nuit, dormez bien. Et si, dans vos rêves, vous voyez les étoiles, souvenez-vous qu'elles vous voient aussi, à leur manière,
à travers le temps, à travers l'espace, à travers cette distance impossible et merveilleuse qu'on appelle une année-lumière.